bien, bonsoir à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Et d'abord, cette information que nous avons appris il y a moins d'une heure, une fusillade sur les Champs-Élysées. Un homme aurait tiré sur 2 policiers. L'un d'entre eux est mort, l'autre est grièvement blessé. L'agresseur aurait été neutralisé, c'est ce qu'indique ce soir la préfecture de police de Paris. Pour le moment, cette même préfecture conseille bien entendu d'éviter ce secteur de la capitale, le quartier des Champs-Élysées, dont vous pouvez voir les toutes premières images sur cet écran, est actuellement complètement bouclé par les forces de l'ordre. Nous reviendrons bien sûr au cours de cette émission sur cette information de cette soirée. Et c'est donc dans ce contexte lourd que nous tenterons d'aller plus loin ce soir sur cette campagne présidentielle qui s'achève, une campagne sans précédent sous la Ve République avec son lot d'affaires, de choses trappes, de surprises. Nous reviendrons avec nos invités sur ces longs mois, très longs mois de débat national qui décidera dimanche du duel final. À 3 jours du premier tour, l'incertitude est à son comble. François Hollande peut-il nourrir des regrets? Le chef de l'État s'est aujourd'hui satisfait de son bilan, estimant la France en bien meilleur état qu'au moment de son accession à l'Élysée. Et si François Hollande avait eu raison, ce sera le thème de notre match des idées de ce soir. Il opposera le directeur des études du think tank de Terra Nova, Marc-Olivier Padis, à Thierry Fabre, le rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire Challenge. Et puis, un peu de douceur pour terminer cette émission, cette douceur que peuvent entretenir les mères, les mamans à l'égard de leurs enfants. Le journaliste Olivier Biscay s'est penché sur les relations des grands fauves politiques avec leur maman. Olivier Biscay sera notre invité dans quelques minutes. Mais tout de suite, avant d'accueillir nos invités, ce qu'il faut retenir de l'actualité politique du jour, c'est le tour de l'info. Il est signé ce soir Florin Sauvage. Attentat contre une épicerie cachère en 2012, projet d'attaque contre des militaires et départ en Syrie. Le procès de 20 hommes s'est ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Suspectés d'appartenir à la filière djihadiste de Khan-Torsi, les prévenus, âgés de 23 à 33 ans, encourent de 30 ans de prison jusqu'à la perpétuité. Ce procès a une haute valeur, pas seulement symbolique, mais c'est un très grand procès à mon avis qui va s'annoncer, puisque c'est la première fois qu'on va juger une cellule aussi importante de terroristes. Emmanuel Macron. Ce n'est pas un soutien, mais cela fait du bien au moral. Emmanuel Macron s'est entretenu cet après-midi avec Barack Obama. L'ancien président des États-Unis a rappelé son attachement à la France. C'est Laurent Saïm, la porte-parole du candidat du mouvement En Marche, qui a fait l'annonce sur son compte Twitter. L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin annonce lui son soutien au candidat dans les colonnes du Parisien demain. Et pour convaincre les indécis, dans la dernière ligne droite, Emmanuel Macron utilise le téléphone. Pas moins de 6 millions de numéros issus de l'annuaire vont recevoir un message préenregistré du candidat entre le 18 et le 21 avril. À droite. À 3 jours du premier tour, François Fillon réunit la famille des Républicains autour de lui. Après Alain Juppé hier, c'est au tour de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. François Fillon s'est affiché aux côtés de son ancien adversaire à la primaire de la droite et du centre. Si la poignée de main avait été plutôt glaciale avec le maire de Bordeaux, ce jeudi, la photo de la rencontre entre l'ancien président de la République et son Premier ministre a été diffusée par l'équipe de campagne du candidat à la présidentielle. Mais François Fillon a reçu un autre soutien de marque aujourd'hui en la personne d'Alain Delon. Dans une lettre ouverte publiée dans le Figaro, l'acteur dit admirer le courage du candidat LR. Déclaration. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui a fait le choix de mourir parce qu'il a été totalement suivi un lavage de cerveau terrifiant et qu'il a le sentiment qu'il va aller récupérer 15 vierges au paradis, de se faire sauter partout où il voudra. Et vous ne mettrez jamais un policier ni un gendarme là où il se trouvera. Donc, qu'est-ce qu'on fait à travers ça? On atteint un peu plus à la liberté de chacun d'entre vous. Voilà, dans 3 jours, nous connaîtrons les 2 finalistes de cette interminable campagne présidentielle. Une campagne qui a déjoué tous les pronostics, une campagne faite de primaires et de débats inédits, mais une campagne aussi qui a mis en lumière les bouleversements en cours du paysage politique et de la société française. Alors,
pour parler de cette campagne véritablement hors norme. Ils sont 4 sur notre plateau que j'ai le plaisir ce soir de vous présenter. Merci Olivier Roucan d'être avec nous. Vous êtes politologue. En face de vous, je vous présente Alexandre Vatimbella. Vous êtes journaliste, mais vous êtes surtout le directeur du SCREC, le Centre d'études de recherche sur le centrisme. Voilà. On parlera certainement avec vous d'Emmanuel Macron. En face de vous, je vous présente Anne-Sophie Beauvais. Vous êtes la directrice générale de l'Association des anciens élèves de Sciences Po et vous êtes actuellement rédactrice en chef également du magazine Émile. Enfin, Bruno Dive, que je remercie d'être avec nous ce soir, éditorialiste à Sud-Ouest. Eh bien, vous devrez partir un petit peu avant la fin de ce débat pour des raisons évidemment d'actualité. On a appris ce soir, je vous le disais, cette fusillade sur les Champs-Élysées. On vient d'apprendre que Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, est en train de rejoindre le président de la République, François Hollande, à l'Élysée. Une fusillade qui a fait un mort, un policier, un autre grièvement blessé, l'assaillant. L'attaquant aurait été neutralisé, selon les dires ce soir de la préfecture de police. Bruno Dive, quelle est votre réaction à cette information de cette soirée? Une information qui suit une information un peu similaire. Je pense à Marseille et les interpellations qui ont eu lieu il y a quelques jours à peine dans la capitale phocéenne, des arrestations d'ordre terroriste. Oui, on l'avait un peu oublié avec tous les rebondissements qui ont émaillé cette campagne, que la France continue à vivre avec la menace terroriste. Alors il y a eu la bonne nouvelle de mardi, c'est-à-dire l'arrestation de ces 2 présumés terroristes qui s'apprêtaient à passer à l'acte probablement, et puis l'attentat de ce soir. Il est un peu tôt pour le dire, mais il est très probable que c'est un attentat qui est à relier, ça évoque beaucoup les tueurs solitaires de Orly ou du Louvre. Et ce sont des policiers qui étaient blessés. Là, cette fois-ci, c'est des policiers, l'autre fois, c'était des militaires de Sentinelle. Il est probable que, malheureusement, ce genre d'acte un peu isolé, moins de masse que le Bataclan ou que Charlie Hebdo, mais ce genre d'acte se multiplie. Et en tout cas, en cette fin de campagne présidentielle, le terrorisme s'invite de plein pied. La question est de savoir, évidemment, à qui ça va profiter, pour peu que ça profite à quelqu'un, d'ailleurs, ce qui n'est pas évident. Olivier Roucan, vous partagez ce sentiment. On est à 3 jours du premier tour de la présidentielle. Oui, bien sûr, ça crée un contexte, un climat particulier au moment du vote. Donc il est clair que certains électeurs auront à l'esprit ce type d'événement. Et alors il est très difficilement mesurable l'effet que peut avoir ce type d'événement sur le comportement électoral. Ceci étant dit, cela fait plusieurs campagnes électorales que plus on approche du moment du vote, plus il y a un événement de type dramatique qui vient marquer la fin de campagne. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Ensuite, on sait très bien qu'il y a des candidats qui sont depuis longtemps positionnés sur ce type d'enjeu, qui ont un discours repéré, et d'autres moins. Ensuite, voilà, je reprendrai la formule. Est-ce que cela profite à quelqu'un ou pas ? C'est la même chose que pour le comportement électoral, c'est très difficile à mesurer. Toujours est-il, Alexandre Vatimbella, que les 3 jours à venir, en particulier la journée de dimanche, celle du scrutin, celle où les gens iront voter dans les bureaux de vote, sera particulièrement tendue. D'ailleurs, le gouvernement, les pouvoirs publics l'ont déjà dit, les bureaux de vote seront particulièrement très protégés. Ce qui me semble normal. Alors, moi, je dirais qu'effectivement, c'est la démocratie et la République qui sont attaquées, encore une fois, et c'est effectivement à quelques jours du principal rendez-vous de la démocratie française, c'est effectivement quelque chose d'assez grave. Et ça rappelle, alors, effectivement, qu'il y a des gens qui peuvent en profiter parce qu'ils vont tout de suite se positionner en disant « vous voyez bien », etc. Mais ça rappelle aussi qu'il y a des candidats qui disaient il faut arrêter tout ça, l'état d'urgence, etc., etc. On pense à l'autre bord, qui venait dans une sorte d'irresponsabilité nous dire « mais tout ça, c'est simplement pour faire du bruit, c'est pour montrer que on gère une situation, etc., mais c'est pas aussi grave que ça, etc., etc. » Malheureusement, ça nous rappelle que ça existe, et tous ceux qui défendent la démocratie et la République le savent, que c'est un système qui est en danger, parce que c'est un système qui est faible, encore une fois. Je veux dire que la liberté, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qu'on conquiert. Donc c'est quelque chose qu'il faut toujours garder et qui s'attaque facilement. Donc là, effectivement, il faut espérer que c'est un événement qui ne va pas se reproduire et que le jour des élections, il n'y aura rien
qui va perturber on l'espère, le rendez-vous démocratique. Anne-Sophie Beauvais, on le voit, la démocratie peut être quelque chose de très fragile lorsqu'on voit encore ces images actuellement. Il faut la préserver à tout prix, mais en dépit de ces circonstances, y compris dramatiques, comme ce soir encore. Oui, c'est toujours dramatique quand un contexte terroriste comme celui-ci se rappelle à nous. Mais moi, je trouve qu'il a été quand même étonnamment assez absent au cours de cette campagne. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais c'est vraiment depuis 2 ans ce qui a terriblement marqué les Français. Le climat a changé et on le voit encore ce soir. On est dans un climat qui est assez anxiogène avec des questions très lourdes qui se posent autour de ce sujet du terrorisme. Et moi, je trouve que ce sujet-là était finalement assez peu abordé et surtout assez peu abordé par rapport à la gravité de ce sujet et des enjeux qu'il pose. Alors c'est dramatique parce que la campagne est rattrapée par ce sujet-là, mais en plus elle est rattrapée par les faits. Elle aurait pu être rattrapée par les échanges entre nos candidats et par des propositions qui auraient pu être discutées, être débattues. Mais là, voilà, c'est les faits qui nous rappellent un petit peu ce contexte assez dramatique. Parce que finalement, les dossiers du terrorisme, de la sécurité ont été abordés il y a quelques jours à peine, ont été relancés en tout cas avec l'épisode marseillais. Oui, mais lors du premier débat, il y avait quand même eu toute la première partie du débat, et assez longue, portée sur les questions de sécurité, de terrorisme. Et donc, on ne peut pas dire non plus que ces questions n'ont pas été abordées. Et il est clair que certains candidats ont à cœur d'en parler très régulièrement. Donc, ce n'était pas totalement absent non plus du sujet. Et alors, il y a toujours le défaut de l'avantage d'une situation. L'avantage, là, c'est peut-être qu'en ne le mettant pas, en ne transformant pas ceci en obsession, eh bien, on défend aussi la démocratie. C'est-à-dire que nous sommes dans une démocratie pluraliste où d'autres sujets, d'autres préoccupations. Regardons également les préoccupations des Français dans les enquêtes d'opinion. Et on voyait bien que ce n'était pas au cœur de leurs préoccupations jusqu'à ces jours-ci. Donc, moi, je ne dirais pas de ce point de vue que la campagne ait été décevante. Alors, cette campagne, justement, on va essayer d'élargir notre propos, bien sûr, et jeter un coup d'œil sur cette campagne qui était extrêmement longue. Hein. Souvenez-vous, en octobre 2016, eh bien, chacun fourbissait ses armes dans la perspective de ces fameuses primaires qui auront marqué énormément cette campagne, primaire à droite comme primaire à gauche. Est-ce que vous pensez que cette campagne, j'allais dire presque interminable, aujourd'hui, chaque candidat est sur les genoux, on peut le constater en regardant les meetings, par exemple, a été bénéfique au débat démocratique en général et, j'allais dire, à l'émergence d'idées intéressantes, d'idées qui pourraient marquer une campagne électorale comme celle-ci, Bruno Dive. Des idées sur le fond programmatique, j'en vois pas tellement. Je trouve que la grande nouveauté, c'est plutôt le souci de la recomposition politique et de la volonté de marquer la fin de l'éternel clivage droite-gauche. Et c'est donc Emmanuel Macron. C'est la démarche d'Emmanuel Macron, et c'est sans doute ce qui le porte aujourd'hui à sa situation de favori des sondages, là, à 3 jours du premier tour. Je crois que nous vivons dans une période de décomposition politique du PS, ça c'est certain, des Républicains c'est probable, et qui précède une période de recomposition qui va sans doute être longue, qui va peut-être passer par, encore une fois, en cas d'élection d'Emmanuel Macron, par une majorité, enfin une chambre un peu, peut-être où il n'y aura pas de majorité absolue d'un seul parti, donc qui va nécessiter des alliances, donc une nouvelle manière de gouverner, qui aurait pu être essayé, instauré par exemple après la victoire de Chirac face à Le Pen en 2002, qui n'a pas été tenté, qui était un peu, c'est la démarche aussi d'Alain Juppé pendant la primaire, et qui là pourrait être incarné par Emmanuel Macron. Si c'est d'autres candidats qui l'emportent, évidemment si c'est François Fillon, on en reviendra à un schéma plus classique. Si c'est Marine Le Pen, alors là on est évidemment dans l'inconnu la plus totale. Mais moi je crois que c'est plus que telle ou telle idée sociale, économique, c'est plutôt ça qui m'a intéressé. Olivier Roucan, cet affaissement du clivage droite-gauche qu'évoquait
Bruno Dive à l'instant. C'est pour vous l'une des caractéristiques de cette campagne qui je s'achève. suis assez d'accord avec ce qu'a dit Bruno Dive. À la différence près que c'est pas peut-être à moyen terme la fin du clivage à droite-gauche, c'est une redéfinition de son contenu qui peut être aussi en train de se faire. Et de ce point de vue, donc, Emmanuel Macron, comme d'autres, ouvrir le débat sur la société où on voit bien quand même que le travail est en train de changer. Donc c'est lié quand même, cette recomposition du contenu, du sens du clivage, est liée à des thématiques. Et je crois qu'il y a, de ce point de vue, une campagne qui était intéressante dès les primaires, du reste, sur le travail de l'avenir, sur la question également, évidemment, de l'Europe, de la mondialisation et de l'orientation économique majeure. Et et même, on a quand même eu aussi un débat sur la politique étrangère avec le renouvellement des alliances éventuelles et la réaction à avoir par rapport à Trump et à un monde conquis ici ou là par le populisme. Des idées avancées par ce qu'on appelle les petits candidats. Je pense à M. Asselineau, par exemple, au point de vue des alliances. Et c'était l'un des marqueurs de sa campagne. Voilà, donc tout ceci permet malgré tout aux citoyens d'en entendre parler, de réfléchir, ça alimente les conversations. Donc de ce point de vue, c'est une campagne qui a intéressé, on le voit dans les enquêtes d'opinion, contrairement à ce qu'on a pu dire trop vite, trop tôt, qui a intéressé et qui n'était pas vide de sens. Alors, avant de parler de la recomposition, parce que pour moi c'est l'élément essentiel de cette présidentielle, vous parliez de cette campagne à rallonge interminable, n'oublions pas que dès que François Hollande a été élu, il a été critiqué, on est reparti quasiment dans une campagne, quasiment au moment où il était élu, ça fait référence à ce qui se passe aux États-Unis. On le voit bien avec Trump, la campagne a recommencé. Quand Obama a été élu, je rappelle que les Républicains ont dit la première fois en 2008, notre seul souhait, c'est qu'il ne soit pas réélu en 2012. On va tout faire pour tout bloquer, etc. Donc ils ont été en campagne tout de suite. Donc on copie un peu. Et c'est pas la première fois la démocratie américaine sur ce point de vue-là, enfin nous les pays européens, et donc on s'aperçoit qu'avec effectivement le développement des moyens audiovisuels, des médias, d'internet, etc., on est en campagne quasiment permanente, et ça il faudra effectivement le gérer, et c'est pas tout à fait évident, notamment pour mettre en place des vraies politiques sur le moyen et le long terme. Ensuite, sur la recomposition, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pensais que cette recomposition aurait lieu après. C'est-à-dire qu'il y aurait effectivement cet espace central, où la société ouverte, on va dire, et il y a une gauche radicale et une extrême gauche, et une droite radicale. Macron non, je pense qu'il a bénéficié de circonstances exceptionnelles. Juppé n'a pas été le candidat de LR, Valls n'a pas été le candidat du PS, Hollande ne s'est pas présenté, Bayrou a renoncé à se présenter, il avait un boulevard. Donc s'il n'avait pas eu ça, il y aurait eu en face de lui, il y aurait eu par exemple Juppé et Valls. Il aurait été à quoi, 13-15%, mais il n'aurait jamais été à 25%. Là aujourd'hui, il a bénéficié de ça. Donc la recomposition se fait beaucoup plus rapidement parce qu'il n'y a qu'un candidat de l'espace central, de l'axe central, et c'est effectivement, il y a une convergence de la droite modérée, de la gauche modérée, bien etc., aligné. etc. Voilà, donc il faut de la chance pour gagner une élection. De toute façon, il faut aussi de la chance. Il a fait aussi une analyse, un pari qui se sont révélés en même temps, tout à fait. Notamment que les primaires ne fonctionneraient pas. Absolument. On ne débouchera pas sur la désignation. On va en reparler des primaires tout à l'heure. Anne-Sophie Beauvais, Emmanuel Macron, pour vous, c'est le centre, c'est l'homme qui pourrait rassembler 2 Français sur 3, comme le rêvait Valéry Giscard d'Estaing en son temps. Mais si vous pouvez juste me permettre, avant de répondre à votre question, peut-être de finir ce tour de table, puisqu'on fait un peu le bilan de cette campagne. On est parti avec le constat de Bruno Dive sur cette idée, effectivement, qu'il y a une décomposition et une recomposition. Mais les primaires sont quand même vraiment à regarder. Est-ce qu'on aurait eu cette même décomposition si on n'avait pas eu l'exercice de cette primaire? Moi, je me pose véritablement cette question, parce que depuis le départ, cette primaire, alors au début, tout le monde était très enthousiaste. Critiquer la primaire sur un plateau, on se faisait regarder assez méchamment. Aujourd'hui, il y a une espèce de consensus pour dire que cet exercice a posé quand même un certain nombre de problèmes. Et moi, je trouve que cet exercice de la primaire a rendu tout le monde un peu paresseux. Ça a rendu paresseux les candidats parce qu'on leur a laissé croire qu'il suffisait d'être bon 3 fois à l'oral pour devenir un candidat à la présidentielle. Ça a rendu quand même assez paresseux les citoyens parce qu'on les a mis devant 3 émissions de télévision et on leur a dit qu'avec 3 émissions, ils allaient se faire une avis. Moi, je pense que c'était plutôt une impression qu'ils ont pu se faire, et notamment
autour du candidat de François Fillon. Si on avait bien mesuré son programme dès le départ, est-ce qu'il y aurait eu tout ce soutien-là? Et puis, très paresseux pour les partis, et j'en viens là à la question de la décomposition, c'est que le rôle d'un parti avant, c'était véritablement aussi de penser un programme politique, de faire tout le travail nécessaire pour arriver à des choses qui étaient un petit peu mutualisées. On a beaucoup parlé pour la gauche de ces deux gauches irréconciliables, mais le travail aussi au sein d'un parti, au moment où on doit rassembler un peu plus de 20 millions des voix autour d'un programme, c'est de faire un travail un petit peu de mutualisation. Et là, chaque candidat, en fait, se présente. Pourquoi voulez-vous qu'il mutualise quoi que ce soit? Puisque chaque candidat se présente, j'allais dire, avec son propre programme. Donc, tout ce travail de réconciliation qui aurait dû être nécessaire, ne serait-ce qu'à gauche, a été complètement anéanti, même dès le départ, par ce travail de la primaire. Alors, on va s'arrêter un instant, justement, sur ces primaires, à droite comme à gauche, mais également sur un autre événement qui a marqué cette campagne électorale, c'est le renoncement de François Hollande. Regardez ce sujet, il est signé Flora Sauvage. De l'avis de tous, les débats entre les 7 candidats de la primaire à droite furent de qualité. On a gouverné ensemble pendant 5 ans. Ce qui n'a pas empêché certaines vieilles rancœurs de s'exprimer au travers des petites phrases. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Mais au-delà des guerres de chapelle, la primaire de droite reste un succès avec une forte participation, plus de 4 millions de votants. François Fillon, candidat surprise à droite, conduit les vieux lions vers la sortie. Je vous souhaite bonne chance et je souhaite par-dessus tout bonne chance à la France. Monsieur le Président de la République. Dans la foulée, c'est François Hollande qui ferme la porte définitivement à l'Élysée. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Le président renonce. Le Premier ministre Manuel Valls veut naturellement prendre sa place. Ma candidature est celle de la conciliation. Et démarre la campagne express de la primaire de la Belle Alliance. Mais l'on voit surtout les divergences au sein du Parti socialiste. Pour au final voir émerger là encore celui qu'on n'attendait pas. Benoît Hamon, l'ex-ministre de l'Éducation nationale de l'ex-premier ministre Manuel Valls. Le début des embûches pour le candidat socialiste, mais cela, c'est une autre histoire. Voilà, ces primaires à gauche comme à droite qui ont laissé beaucoup de traces, Bruno Dive. Elles ont été très suivies par les Français, mais elles ont eu beaucoup de conséquences sur la campagne. Il ne faut pas oublier qu'au moment de la primaire de droite, on disait c'est la désignation du prochain président de la République, tant la voie semblait ouverte pour le candidat de droite, quel qu'il soit d'ailleurs. Et bon, aujourd'hui, on voit où on en est, c'est tout sauf évident. Mais moi, je ne crois pas qu'il faille jeter la pierre aux primaires. Et si je suis prêt à prendre le pari qu'en 2022, il y aura à nouveau des primaires pour désigner le prochain ou le même président de la République, je ne sais pas. Ça va être de toute façon très difficile de retirer aux Français un droit qu'on leur a donné. C'est comme l'élection au suffrage universel, c'est très difficile. Alors qu'on prône de plus en plus une démocratie participative, l'association des citoyens, ça va être très difficile de retirer ce droit aux citoyens pour le confier aux partis politiques, ou à un cercle de militants ou à un bureau politique. Oui, mais moi je dirais que c'est vraiment le régime présidentiel là qui s'installe. Regardez, aux États-Unis, je prenais l'américanisation de la vie politique, juste pour dire, encore une fois, c'est les candidats qui portent un programme. Le Parti démocrate et le Parti républicain ont également un programme. Qui en entend parler? Pas un seul électeur américain n'entend parler pendant la campagne. Et pourtant, ils ont un programme parce qu'il y a le renouvellement du Sénat, le renouvellement de la Chambre, des représentants. Mais personne n'en entend parler. C'est le programme des candidats. Je pense qu'on n'en a pas tiré non plus complètement, pardonnez-moi, toutes les conséquences non plus sur le pouvoir présidentiel. Vous imaginez combien on le raccourcit, ce pouvoir présidentiel, dans le temps? Parce que la campagne a du coup démarré extrêmement tôt. On le réduit presque à 4 ans. On avait déjà un quinquennat. Et là, le quinquennat se réduit quasiment d'un an. Donc c'est un bilan là on parle du côté des candidats, du côté des partis, mais quand on se posera la question du côté du pouvoir élyséen et du pouvoir présidentiel, je pense que ce sera aussi une véritable question. Obama a gouverné 2 ans, 2008-2010. Il n'en demeure pas moins que les primaires, je ne crois pas qu'il faille mettre en cause aujourd'hui les primaires dans ce qui se passe, en tout cas à droite, parce que François Fillon, c'est vrai que son programme radical, pour lequel il a été désigné, a ouvert un boulevard au centre, à Emmanuel Macron. On voyait bien qu'il avait un problème juste après sa désignation avec la sécurité sociale. Mais
ce sont les affaires qui ont affaibli François Fillon. Et il ne serait pas dans cette situation aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les affaires. À gauche, c'est très différent. Il aurait été rattrapé très certainement par François Fillon a fait la primaire, a baissé assez nettement. Je suis d'accord, avant le déclenchement des affaires. Il était encore au mois de janvier en tête des sondages et il était encore le prochain président de la République. Ce qui pose un problème, c'est l'idée d'institutionnaliser les primaires. La primaire peut être un outil utile à un moment donné. Oui. En faire une quasi-institution, on voit très bien que cela dessert assez systématiquement un sortant. L'idée d'un président sortant qui se soumet à une primaire, pour le coup, on n'est plus dans une... C'est même plus aux États-Unis. Voilà. Et ce que je voulais dire sur les primaires, parce que je l'ai écrit bien avant, et quand justement il était difficile sur un plateau de dire ce qu'on est en train de dire sur la primaire, c'est quand même, si vous voulez, la primaire, c'est finalement une présidentielle à 6 tours. 2 tours de primaire, 2 tours de présidentielle et 2 tours de législatives, complètement saturés par le reste. Et le problème démocratique majeur, c'est que les législatives, alors peut-être pas paradoxalement cette fois-ci, mais les législatives, à chaque fois, depuis le quinquennat, voient leur abstention augmenter. Plus de 40% la fois dernière. Et ça, c'est un problème majeur parce que sans gouvernement, sans majorité parlementaire, on a beau avoir un président élu au suffrage universel direct, la machine ne peut pas tourner. Mais si je peux finir mon raisonnement sur la primaire pour le parti de gouvernement, donc en l'occurrence pour la gauche, c'est vrai que là c'est plus problématique. Mais on a vu aujourd'hui, François Hollande a fait cette confidence assez stupéfiante la semaine dernière, qu'il avait accepté les primaires parce qu'il pensait que ça ne se ferait pas. Et puis finalement, il s'est retrouvé piégé à ce jeu. Mais il est évident que pour un président sortant, c'est beaucoup plus difficile de passer par la case primaire. Donc je suis d'accord. Les primaires, elles doivent être gérées. C'est un outil au coup par coup. Mais de toute façon, il n'est pas question. Personne ne propose de les inscrire dans la Constitution. Alexandre Vatine-Bella, je suis prêt à parier qu'il y aura des primaires en 2020. Oui, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Alexandre Vatine-Bella, est-ce que vous pensez que les primaires, c'est un instrument qui est susceptible d'intéresser le centre tel qu'il existe aujourd'hui en France? Vous avez vu, donc Macron, qui n'est pas centriste, puisqu'il se dit qu'il n'est pas centriste, qui est centre-compatible, on va le dire comme ça. Bayrou, qui est centriste, sont les 2 hommes qui ont refusé les primaires. Ils ont dit non, les primaires, on n'y va pas. Donc le centre a posé dès le départ en disant les primaires, c'est casse-gueule, c'est dangereux. Et les exemples, encore une fois, étrangers, et particulièrement aux États-Unis, regardez un petit peu Hillary Clinton, elle a pâti de Bernie Sanders. Si elle perd, c'est aussi que Bernie Sanders n'a pas arrêté de taper sur elle, que Trump s'en est servi pour l'affaiblir et pour se faire élire. Donc je veux dire qu'à un moment donné, dans votre camp... Chez Trump, il a eu 10 adversaires. Oui, d'accord, mais... qui étaient tous contre lui. Tout à fait. Lui, il a failli être désavoué par son parti. Et les primaires comparable, parce que la primaire aux États-Unis, c'est pas du tout notre système. D'abord, c'est à un tour. Oui. Et oui, mais alors du coup, ça a toute sa justification. Non, mais d'accord. Non, mais ce que je veux dire simplement, c'est que la primaire a en elle-même quelque chose de dangereux. On le voit aux États-Unis, on le voit en France, même si c'est pas effectivement les mêmes systèmes. Et effectivement, les centristes. Alors, je parle pas de l'UDI qui, de toute façon, je veux dire, ne pouvait rien organiser du tout vu sa faiblesse. Et on voit aujourd'hui effectivement son inexistence totale dans la campagne, sauf à être derrière Fillon. Si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il y a un meeting de Fillon, il y a un centriste. Quelquefois c'est Hénard, quelquefois c'est Lagarde, quelquefois ce sont un autre. C'est-à-dire qu'on met derrière en potiche qui est là pour dire, mais oui, Fillon a le centre avec lui. Donc je veux dire, enfin, c'est assez risible. Mais plus sérieusement, c'est vrai que les 2 personnalités qui sont au centre de l'échiquier politique, Macron et Bayrou, ont dit les primaires, absolument pas pour nous. Anne-Sophie Beauvais, on constate que les primaires, c'est une sacrée lessiveuse. Les favoris, Alain Juppé à droite, voire Nicolas Sarkozy à gauche, Manuel Valls, ils ont été éjectés par ces primaires. Oui, c'est vrai, mais moi je suis assez d'accord sur ce constat que les primaires sont assez dangereuses, je le redis, parce que d'une certaine manière, elles cristallisent beaucoup les divergences et elles rassemblent assez peu. Et donc, et en plus, quand vous êtes au sein d'un parti politique, vous êtes presque obligé d'utiliser les critiques de l'adversaire dans votre propre camp. Chacun y a été, et c'est comme ça d'ailleurs que François Fillon s'est fait prendre à son propre piège. On n'imagine pas le général de Gaulle mis en examen. C'est quelque chose que d'une certaine manière, au sein même d'une famille politique, on n'aurait pas entendu avant l'exercice des primaires. On est encore une fois obligé de reprendre les critiques de l'adversaire au sein même de son propre camp. Donc voilà, c'est très compliqué quand vous cristallisez comme ça autant sur les différences, sur les divergences, de pouvoir mobiliser derrière. Alors, on a largement parlé des primaires. Je vous propose maintenant de parler des affaires qui ont également marqué évidemment cette campagne électorale. Des affaires sources de déstabilisation de la campagne, des affaires qui ont fait le miel des médias pendant de très longues semaines, de quoi bouleverser le scénario de la présidentielle.
présidentielle. Flora Sauvage. 27 novembre 2016, François Fillon s'impose au second tour de la primaire de la droite. Imaginait-il alors que sa victoire surprise allait se transformer en cauchemar de campagne? 24 janvier 2017, coup de tonnerre. À la une du Canard enchaîné, le début d'un scandale dont personne ne mesure alors l'ampleur. Suspicion d'emploi fictif, occupé par sa femme et ses 2 enfants, ouverture d'enquête judiciaire. Son image d'homme intègre, fier de ses valeurs, est mise à mal. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. François Fillon dément et joue le jeu de la transparence face à la justice. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si j'étais mis en examen. Au même moment, la stratégie de Marine Le Pen est tout autre. Elle aussi doit affronter les affaires. Soupçon d'emploi fictif d'assistant du Front National au Parlement européen, enquête sur le financement des campagnes de 2012. La candidate refuse de se rendre à la convocation des juges. 1er mars 2017, François Fillon annule sans explication sa visite au Salon de l'Agriculture. Après une matinée de rumeurs et de suspense, il annonce sa future mise en examen. Dénonçant un assassinat politique, il revient sur sa parole. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. Un reniement de promesses qui va choquer une partie de son camp. Mais François Fillon s'accroche. Conforté au Trocadéro, où il réunit plusieurs milliers de fidèles. Les unes s'enchaînent. Fillon dévisse dans les sondages. De son côté, Marine Le Pen conserve son socle électoral. À quelques jours du premier tour, les écarts se resserrent, avec la possibilité que les 2 candidats poursuivis par les affaires s'affichent tous 2 en tête d'une exceptionnelle présidentielle. Voilà les affaires. Alors tout a été dit ou presque sur ces affaires qui ont touché en particulier François Fillon. Olivier Roucan, est-ce qu'on peut dire qu'au moins ces affaires, elles ont accentué, j'allais dire, cette demande de l'opinion publique de mieux moraliser la vie politique? C'est vrai que des efforts avaient déjà été faits sous François Hollande. Tout à fait. Ça revient régulièrement depuis au moins la fin des années 90. 2000, il faut se rappeler à cet égard, et de ce point de vue, la comparaison est pensable entre 2002 et 2017. Hein. La présidentielle de 2002 avait été largement connotée par un climat saturé par les affaires politico-financières. Donc là, un peu la même chose. Et si vous voulez, évidemment, à chaque fois, on voit l'opinion publique réagir en demandant une moralisation. Mais là, c'est très net quand même. Surtout, au-delà des attentes qui sont constantes, de régénération de la démocratie et qui portent sur bien d'autres points. Il ne faut pas s'arrêter sur la seule question du financement de la vie politique. Il y a aujourd'hui une attente profonde et durable de changement des règles du jeu démocratique. Les gens veulent pouvoir changer des têtes ou changer des institutions? Non, changer désormais les institutions. Il faut regarder certaines propositions faites par des candidats ou des think tanks, par exemple, recueillent des taux de réponses positives très élevés, que ce soit le contrôle affermi des dirigeants politiques, que ce soit la participation à des assemblées, l'utilisation des nouvelles technologies. Donc tout ceci, si vous voulez, fait partie, nourrit des attentes, mais d'abord, j'allais dire, le préalable, c'est que ça nourrit la défiance. Et on a atteint, juste je termine la phrase, on a atteint des niveaux de rejet, défiance du personnel politique classique très élevés, ce qui permet aussi de comprendre la recomposition en cours. Anne-Sophie Beauvais, ces affaires, ce climat, cette moralisation peut-être en cours de la vie politique, cette régénération, cette génération nouvelle qui arrive sur, j'allais dire, le marché politique français. Est-ce qu'il y aura un avant et un après cette campagne électorale, quel que soit finalement le président ou la présidente qui sera élu d'ici quelques semaines maintenant? Je pense que de toute façon, ce travail de moralisation, il était malgré tout en cours et il va se poursuivre. La question que pose l'affaire Fillon, je pense, c'est que quand vous restez malgré tout enfermé pendant 35 ans dans la vie politique, vous êtes un peu dans une espèce de bulle. On prend de mauvaises habitudes. D'une certaine manière, il y a ce phénomène un peu du prince et je pense que les déclarations d'ailleurs de François Fillon, on en est tous à s'en étonner. Comment as-tu pu faire des déclarations comme celle-ci en sachant cela? Et je suis même pas bien sûre qu'il réalisait tout à fait les choses. Mais ce qui est très regrettable sur ces affaires, c'est que le grand rendez-vous démocratique en France, c'est vraiment l'élection présidentielle. Vous avez 80% des Français qui vont voter. C'est le grand moment démocratique par excellence. Et ces affaires sont vraiment venues... Ces affaires et la judiciarisation, parce que c'est aussi un phénomène nouveau, c'est quand même un peu la première fois que le pouvoir judiciaire vient si proche d'une élection présidentielle. Le parquet financier a été créé pendant le quinquennat. Oui, absolument. Mais là, on a 2 mois avant, parce qu'il faut qu'on se projette un tout petit peu aussi sur des fois prochaines. Une fois
prochaine une affaire qui sort à 15 jours d'un premier tour, voire même dans l'entre-deux tours, ça veut dire que le pouvoir judiciaire peut aussi s'insérer à ce moment-là, ce qui rebat beaucoup de cartes, et ce qui rebat beaucoup de cartes avec, encore une fois, je le redis, face à un grand moment démocratique qui est le seul moment où 80% des Français viennent voter. Et si je peux juste terminer aussi, ce que je trouve toujours un petit peu dommage avec ces affaires, malgré tout, il faut le dire, c'est que ça jette un discrédit sur l'ensemble de la classe politique. Et moi qui travaillais auprès d'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques au Sénat et à l'Assemblée nationale, il ne faut pas non plus penser que la classe politique a besoin d'une moralisation telle qu'elle est véritablement, j'allais dire, presque indigne de la confiance qu'on pourrait lui faire. Il faut à un moment donné aussi redire que ces affaires sont malheureuses pour cette forme de discrédit qu'elles jettent et qui n'est pas toujours très méritée. Moi, je suis beaucoup plus pessimiste. Moi, je suis plutôt sur l'idée pas vu, pas pris. Alors, effectivement, il va y avoir... c'est pas vrai. Attendez, laissez-moi terminer. Il y a effectivement un certain nombre de lois qui vont être passées, qui sont déjà passées, etc., qui vont moraliser, etc., mais on sera toujours là-dessus. Je rappelle simplement que dans les sondages, quand on demande si François Fillon est honnête, il y a 6% des Français qui répondent oui. Il est à 19% d'intention de vote. Quand on demande Marine Le Pen, c'est 11%. Elle est à 22,5-23%. Donc il y a des gens qui n'en ont rien à faire. Les Français il y en a qui n'ont rien à faire de savoir si Fillon est honnête et si Marine Le Pen est honnête. Pourquoi ? Parce qu'ils défendent d'abord leur camp. Ils défendent d'abord effectivement pour Fillon, c'est très clair. LR, les Républicains, pensent que c'est leur tour. Je veux dire, on est en train de leur voler leur tour. Mais non, hein. Je veux dire, et comme c'est Guy Fillon qui est là, je veux dire, Fillon a un énorme avantage. Il n'a effectivement pas de concurrence à droite. Donc il a un énorme avantage pour. Mais comment vous, moi, je suis pour l'honnêteté et je pense que la politique mérite ça. Les hommes politiques, c'est un peu plus compliqué de savoir, etc. Mais en tout cas, la politique. Je veux dire, la politique, c'est quelque chose d'essentiel dans une démocratie, dans une république. Hein, c'est justement parce qu'elle est essentielle. Le débat politique est essentiel. Donc, le pervertir effectivement avec toutes ces affaires, c'est catastrophique. Mais le pas vu, pas pris, c'est une formule qui est malheureuse quand même, parce qu'on ne peut pas incriminer quand même. Marine Le Pen ne se rend pas chez le juge, pas vu, pas pris, c'est-à-dire en tout cas pas entendu, pas mis en examen. Fillon dit « moi je me retire si je suis mis en examen », et puis il dit après « complot, je ne partirai jamais ». C'est la même chose, pas vu, pas pris. Là je suis pris, mais même quand je suis pris, je dis non, je vais continuer quand même à aller jusqu'au bout. Pour moduler un peu votre propos, l'honnêteté est quand même un critère important comme qualité attendue du prochain président de la République. Dans de nombreuses enquêtes, c'est placé en 1 ou 2 dans les positions, dans les critères. Donc, les gens ont ceci en tête. Mais vous savez que Marine Le Pen et François Fillon peuvent être au second tour tous les deux. La deuxième chose... Deux mises en examen. Oui, mais malgré tout, ça s'appelle la démocratie. Ça signifie quand même que... si un présidentiable rattrapé par une affaire est élu, son autorité sera amoindrie pour la suite. C'est pour la démocratie. Pour François Fillon, le problème, notamment, se posera comme pour tout autre présidentiable. Alors, pour terminer ce débat, je vous propose de parler des candidats autres que les candidats favoris des sondages. Eux aussi, bien sûr, font partie intégrante de cette campagne présidentielle. En tout cas, ils ont réussi à la contraster quelque peu. Mounir Soussi. Je souhaite que par mon geste, votre chaîne renoue un jour avec la démocratie. Je vous remercie. Donc on ne parle pas. L'image était forte. Nicolas Dupont-Aignan quittant brusquement le plateau du 20h de TF1, indigné par l'organisation d'un débat ne réunissant que les 5 favoris. Les petits candidats pointent du doigt un exercice historique de la vie politique française. Un débat en jeu très attendu par des électeurs indécis. 5 candidats disposés en cercle afin de favoriser les confrontations. 15 jours plus tard, tous les prétendants se retrouvent finalement ensemble à la télévision. Un débat à 11 inédit, l'occasion pour les petits de faire entendre leur voix. François Asselineau qui défend le Frexit, Nathalie Arthaud le camp des travailleurs, Jacques Cheminade qui attaque le monde de la finance et Philippe Poutou qui s'offre le buzz de la soirée. Quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière, désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance, le système... Ce débat sera finalement le seul à réunir les 11 prétendants à la présidence française. Celui qui devait avoir lieu ce soir sur France 2 a dû faire face aux réserves de plusieurs candidats et du CSA pour finalement se transformer en une série d'entretiens individuels. Voilà, Anne-Sophie Beauvais, ces petits candidats, pardonnez-moi d'utiliser cette expression et ce terme, ils ont servi à quelque chose pendant cette campagne?
En tout cas, poser cette question-là, ces petits candidats sont tout à fait légitimes puisqu'ils ont reçu ces 500 signatures. Après, savoir s'ils sont représentatifs de quelque chose, ça c'est une autre question. On pourrait regarder individuellement chacun. Moi, je pense qu'il y en a un certain nombre, en tout cas, qui sont représentatifs de quelque chose. Si je prends l'exemple de Jean Lassalle, cette question de la ruralité, du local, du terroir est une question importante. Et malgré tout, si d'autres candidats l'avaient traité, on n'aurait peut-être pas eu besoin d'un Jean Lassalle. Mais malgré tout, ne serait-ce que par cet apport-là, il est intéressant de Monsieur l'entendre. Asselineau, les questions internationales parfois complexes de relations d'État à État, peut-être éclairer parfois des choses aussi. Oui, peut-être. Après, il y a beaucoup de petits candidats dont on se moque un petit peu facilement. C'est certain. La question, c'est de savoir est-ce qu'on modifie ce système des 500 signatures date des années 60 ? Est-ce qu'on doit le modifier ou pas ? En tout cas, là, une élection à 11 candidats, c'est pas non plus extrêmement choquant. Et ils ont apporté une chose, c'est qu'ils ne sont pas formatés. Et d'une certaine manière, ils peuvent aller aussi jusqu'au bout de leurs convictions et de leurs idées. Ils ont cette liberté-là par rapport à d'autres candidats qui peuvent être un petit peu plus corsetés. Et c'est cette absence de formatage fait aussi du bien, parce qu'au moment des débats, notamment du débat à 11, ce ton un peu différent a fait aussi un peu de bien. Olivier Roucan, ça vous avez du bien de voir ces idées s'exprimer je parle du débat à 11, bien sûr. La percée ou la saillie de Philippe Poutou a fait du bien, semble-t-il, à un bon nombre de Français qui voulaient que les choses soient crûment dites à ce moment-là. Or, le débat un peu conventionnel, à coup de formules déguisées, évoquait cette question, mais c'était pas dit franchement. Donc là, on a senti une libération et les commentaires dominants, c'était ça. Et alors, pour le coup, c'est aussi cette remarque de Philippe Poutou qui a changé un peu l'image de Marine Le Pen. Qu'il a un peu fait basculer dans les candidats devenant presque classiques ou les candidats du système. Donc on voit bien que des petits candidats, en 2002 c'était Olivier Besancenot qui avait fait une percée, peuvent quand même modifier un peu les rapports de force symboliques. Et pour Besancenot c'était aller plus loin puisqu'il avait quand même eu un certain nombre de votes, 5% en à tout peu cas, près. ils peuvent avoir une véritable pouvoir de nuisance parfois. C'est ça. Je pense par exemple à Nicolas Dupont-Aignan qui va représenter, je ne sais pas, les sondages disent 3-4%, que sais-je. En tout cas, il risque de tailler des croupières à bien d'autres candidats. Je pense à François Fillon en particulier. Absolument. Donc, d'ailleurs, hier, je ne sais pas si vous l'avez vu sur France Info, il a fait tout un truc sur le thème complotiste en disant j'ai en plus reçu un mail, des mails. Et après, c'était un mail parce que quand on lui presse de questions, il est de LR. On lui disait on va vous donner un ministère si vous vous retirez parce que comme ça fera 2 ou 3% pour François Fillon, etc., etc. Donc, c'est possible. Je veux dire. Rappelez-vous, ces fameux 2002, s'il n'y avait pas eu Chevènement, s'il n'y avait pas eu, etc., il n'y aurait pas eu Le Pen au second tour. Donc, effectivement, les petits candidats peuvent être un problème pour les grands candidats et pour la démocratie, en l'occurrence. Alors, moi, au niveau démocratique, on va dire, c'est bien qu'il y ait toutes les tendances qui puissent s'exprimer. Moi, je préférais un système où ce sont des signatures de Français, alors on pourrait dire 100 000, 200 000, c'est proposé voulez, par 500 000, par certains candidats, qui permettent aux gens de se présenter, parce que 500 signatures de maires ruraux qui règlent leurs comptes avec les grands partis, avec les grands candidats, avec Paris, etc., en donnant à Asselineau, qui malgré tout. Alors, effectivement, il a été, je sais pas quoi, etc., mais cheminade, qui, n'oublions pas, je veux dire, c'est Lyndon LaRouche aux États-Unis, c'est son maître, et Lyndon LaRouche aux États-Unis, c'est un complotiste d'extrême droite excessivement dangereux. Et donc, il arrive là en nous disant, oui, moi, je suis un démocrate, etc., ce qui est totalement faux, et il arrive à avoir ces 500 signatures 3 fois de suite. Cheminade, c'est quand même un cas très particulier où on se dit ce serait mieux que ce soit quand même les Français qui choisissent ceux qui peuvent se présenter et pas les 500 petits maires ruraux qui effectivement ne lisent même pas ce que Cheminade va défendre. Au nom de la démocratie, je donne mon parrainage. On regardera avec attention leur score dimanche soir à l'occasion de ce premier tour de la présidentielle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer cette longue campagne. Vous l'avez fait brièvement, je vous en remercie. Dans quelques instants, nous nous intéresserons à François Hollande et à son bilan. Et si finalement l'actuel président avait fait les bons choix pour redresser le pays, les derniers chiffres en tout cas le laissent supposer. Sur ce thème, notre match des idées va opposer dans quelques instants Marc-Olivier Padis, le directeur d'études du think tank de Terra Nova, au rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire Challenge, Thierry Fabre. On se retrouve dans quelques instants. Vous restez bien sûr avec nous.
Un président qui tweete comme un gamin au lieu de faire son travail. Les médias américains ne sont pas toujours tendres avec leur président, lequel le leur rend bien. Mais quelle est la stratégie de communication de Donald Trump depuis qu'il est à la Maison-Blanche? Maîtrise-t-il ses nombreux coups d'éclat ou sont-ils faits sous l'emprise de l'émotion? Et comment expliquer ces changements de pied brutaux en matière de politique étrangère? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, un président américain qui ne cesse de surprendre. Déshabillons-les, samedi à 15h sur Public Sénat. Ils sont 11 et il en restera bientôt plus que 2. Après une campagne marquée par des rebondissements, rendez-vous dimanche 23 avril sur les chaînes parlementaires. De 19h à minuit dimanche prochain pour vous faire vivre le premier tour de cette élection présidentielle. Des résultats, des analyses, des duplex et des directs, bien entendu, des QG des candidats. De 19h à minuit, nous vous ferons vivre en direct cet événement sur les chaînes parlementaires, mais aussi sur publicsénat.fr et lcp.fr. Venez nous rejoindre à partir de 19h sur les chaînes parlementaires pour vivre en direct cette élection présidentielle. Merci d'être toujours avec nous. Vous êtes toujours en direct, bien sûr, sur Public Sénat. Je vous rappelle que l'information de cette soirée, cette fusillade sur les Champs-Élysées qui ont fait un mort, un policier, l'assaillant aurait été abattu. C'est ce qu'indique ce soir la préfecture de police de Paris. Actuellement, Bernard Cazeneuve se trouve, le Premier ministre, à l'Élysée avec François Hollande, qui devrait prendre la parole à l'issue de cette réunion. Nous vous tiendrons, bien sûr, informés de l'ensemble des suites de cet événement de ce soir tragique sur les Champs-Élysées. Eh bien, c'est maintenant un coup d'œil dans le rétroviseur que je vous propose, un coup d'œil sur le bilan du président sortant, François Hollande, qui au fil de ses déplacements, et ils sont nombreux ces temps-ci, eh bien, dit tout le bien de ces 5 ans passés à la tête de l'État. Pour en débattre, j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir sur notre plateau Marc-Olivier Padis. Bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur d'études du think tank Terra Nova. En face de vous, Thierry Fabre, rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire Challenge. Merci messieurs d'être avec nous, mais avant d'ouvrir le dialogue et de vous laisser la parole, je vous propose d'écouter le principal intéressé, François Hollande. Il était aujourd'hui en déplacement dans le Lot et vous allez l'entendre, le président n'a pas manqué de se dresser quelques lauriers. Écoutez. Je laisserai à mon successeur un pays en bien meilleur état que celui que j'ai trouvé. Et la seule chose que je lui demande, ou que je lui demanderai, c'est de ne pas abîmer ce que nous avons construit. C'est de bâtir à partir de ce que nous avons déjà pu faire avancer comme progrès dans notre pays. Voilà, c'était François Hollande cet après-midi qui parlait de son bilan, un bon bilan selon lui. Marc-Olivier Padis, le président de la République a raison de dresser ce bilan. Il a raison de le défendre aujourd'hui ? Le fait qu'il ne puisse pas se représenter comme candidat fait que la question de son bilan est absente de la campagne électorale. En général, dans une campagne électorale présidentielle, il y a toujours un aspect sur le bilan du président. Là, personne n'est là pour en parler. Et personne n'est là pour le défendre également dans la campagne. Personne n'est là pour le défendre. Et il se met à le défendre un peu tard. C'est-à-dire que François Hollande n'a pas été un très bon avocat de sa propre action tout au long de son quinquennat, ce qui est assez étrange. Moi, je dirais globalement qu'il est victime du quinquennat. C'est-à-dire qu'il est victime de ce temps raccourci de l'action présidentielle. Je pense que s'il avait eu 7 ans, il aurait pu commencer à tirer. Oui, enfin, ça, je pense qu'il y a plus une équation personnelle dans le fait qu'il n'aime pas faire cette pédagogie. Même quand il fait un peu le bilan, il n'aime pas rentrer dans le détail des mesures, il passe très très vite, etc. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des résultats qui commencent à apparaître et il aurait pu en tirer le fruit s'il avait eu 2 ans, disons 1 an et demi supplémentaires avant de se lancer dans une campagne, mais avec un temps politique plus court. Il a lancé une action au long cours. À mon avis, il a fait un travail sur le fond de façon assez honnête et scrupuleuse, mais ce n'est pas lui qui en tirera les bénéfices. Parce que Thierry Fabre, le bilan, au vu des derniers chiffres qui sont sortis ne serait-ce qu'hier, j'allais dire des perspectives d'embauche, mais formidables, du jamais vu depuis 10 ans, un chômage qui commence quand même à baisser, les choses vont plutôt bien, le pays va plutôt mieux, comme l'a dit
le président cet après-midi. Quand on avait dit à Challenge, on avait fait un article lorsque François Hollande avait dit pour la première fois « ça va mieux ». On avait eu beaucoup de critiques de nos lecteurs qui ne supportaient pas justement qu'on dise ça va mieux après les 4 années médiocres qu'il venait de connaître. Mais ça va mieux, c'est une évidence. Quand on voit les chiffres de l'APEC sur les cadres, les chiffres de besoins de main-d'œuvre de Pôle emploi, c'est extrêmement positif. Et le chômage est en train de baisser et l'économie française a recréé des emplois cette année. 200 000 emplois. C'est quand même la job machine s'est remise en marche comme jamais depuis 2007. Alors, François Hollande, vous dites qu'il n'a pas eu assez de temps. Moi, je serais plus sévère. Je dis qu'il a gâché ces années, et notamment ses premières années. Il est arrivé à l'Élysée, quand on refait un bilan de sa politique économique, il a mis du temps à lancer ces mesures, notamment en faveur de l'emploi, le CICE, les allègements de charges, qui ont mis 2 ans avant de se mettre en œuvre, qui n'étaient pas très ciblés sur l'emploi. Il a un petit peu tâtonné. Vous savez, il a allégé un petit peu à un niveau de salaire assez élevé, alors que tous les économistes lui suggéraient de faire des allègements massifs au niveau du SMIC, parce qu'ils savent que c'est là que les emplois se créent. Donc, c'est seulement après des primes qui ont été lancées il y a 1 an, des primes au niveau du SMIC, qu'on a vu l'emploi enfin redémarrer. S'il avait mieux calibré sa politique économique, je suis persuadé qu'il aurait pu, dès 2013, avoir de premiers résultats, ce qu'il n'a absolument pas eu. Mais est-ce que sa ligne économique était la bonne? Autrement dit, cette ligne social-démocrate, cette ligne qui se voulait efficace en matière économique. Le problème, c'est qu'elle n'était pas assumée. Rappelez-vous la campagne électorale de 2012. Il ne parlait pas du coût du travail. Il avait une mesure phare qui était la taxe à 75% des revenus au-dessus de 1 million d'euros. Il arrive à l'Élysée. Première grande mesure, il allège de 20 milliards les charges des entreprises. Les gens ne comprenaient pas. Donc les deux mesures se télescopent et tout le long du quinquennat, ça a été une espèce de zigzag d'une politique social-démocrate pro-entreprise, mais avec parfois des mesures anti-entreprise, ce qui fait que le choc de confiance en fait qu'il espérait du côté du business n'a jamais eu lieu. Marc-Olivier Padis, c'est le caractère, j'allais dire, que vous évoquiez à l'instant du président de la République, François Hollande, qui a fait que les choses ont patiné, en tout cas dans un premier temps, faute d'explication. Oui, je suis assez d'accord sur le retard à l'allumage. François Hollande est quelqu'un qui a tendance à croire à sa bonne étoile. Et donc, il a cru qu'il avait face à lui une question de pilotage de la conjoncture économique. Et il a fallu qu'il soit à l'Élysée pour se rendre compte qu'il avait affaire à une crise en fait beaucoup plus importante et qu'il fallait travailler sur les fondamentaux de l'économie française, c'est-à-dire sur la compétitivité de l'économie française. Ça, c'est vrai que pendant la campagne, il n'avait pas clairement annoncé ça. Cela dit, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'expression de zigzag, parce que je pense que le point fort du quinquennat de François Hollande, c'est qu'il n'a pas dévié de sa ligne. Une ligne qui n'avait pas été annoncée aussi explicitement, mais il avait dit, par exemple, qu'il augmenterait les impôts. Le CICE... Pas dans ses proportions. Pas dans ses proportions, mais un candidat qui se présente à l'élection présidentielle en disant « mais si, il faudra augmenter les impôts », même si il n'avait pas dit l'ampleur, il était quand même dans le langage de la vérité de ce qu'il allait faire. Donc, il a maintenu son cap pendant les 5 ans et il n'a pas, dès lors qu'il a eu le premier rapport sur la compétitivité, il y est allé, il n'a pas dévié, et même dans le fond, les changements de Premier ministre, le changement de Premier ministre n'a pas véritablement constitué une nouvelle étape politique, je dirais. Et finalement, c'est quand même positif sur la continuité de l'action gouvernementale. Mais c'est juste un point sur la démocratie, il a posé un problème. Quand 2 grandes réformes, comme l'allègement du coût du travail et la réforme du droit du travail, qui ont mis des milliers de Français dans la rue, n'ont pas été annoncées pendant la campagne, ça pose un problème, parce qu'effectivement, vous vous présentez devant les électeurs, ou pour avoir les électeurs de gauche, à l'époque, Mélenchon déjà, vous sortez une taxe à 75%, qui était qualifiée, on se souvient, par Emmanuel Macron, comme Cuba sans le soleil. Donc, il se positionne à gauche. Et une fois à l'Élysée, fait une politique plutôt social-démocrate, mais effectivement, il y a un problème avec ses électeurs. Les électeurs socialistes étaient totalement désemparés. Donc, ça pose un vrai problème d'annonce. Et pour finir, son allègement de charges avec les entreprises, il l'a conditionné. Vous vous souvenez, il fallait que les entreprises s'engagent à créer des emplois. Mais ça ne marche pas comme ça, l'économie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des entreprises comme ça de dire à vos branches « créez des emplois ». Donc on sent bien la contradiction toujours entre économie approche social-démocrate et la vision un peu classique de la gauche. Marc-Olivier Padis, est-ce que c'est cet esprit de synthèse, de compromis qu'on a toujours collé à François Hollande qui a trouvé là
certaines de ses limites. Je pense en particulier à la loi travail, qui a été, j'allais dire, ajustée jusqu'au bout. Oui, enfin, parce que justement sur le compromis, il y a une chose qu'il a comprise assez vite. Il a bien joué dans un premier temps avec les syndicats, c'est-à-dire de s'engager à laisser les syndicats négocier entre eux. Et si les syndicats trouvent un accord, à ce moment-là, que l'accord soit avalisé. C'est ce qui s'est passé pour l'accord national l'ANI, l'accord national interprofessionnel, où les syndicats sont arrivés majoritairement à un accord, et ça, c'est des choses qui ont bien fonctionné. Après, sur la loi El Khomri, loi travail dite loi El Khomri, il me semble qu'on a senti plutôt le style de Manuel Valls qui voulait passer en force, alors que François Hollande était plutôt favorable à la négociation. Et là, pour le coup, il fallait plutôt laisser faire les syndicats, parce que la première version de la loi travail contenait des propositions qui étaient même inacceptables pour la CFDT. Et donc, il a fallu attendre une deuxième version pour pouvoir avancer. Et là, du coup, ils ont effectivement perdu du temps, brouillé le message, et ainsi de suite. Alors, on va continuer sur le bilan peut-être plus politique de François Hollande. On parlait tout à l'heure à cette même table de moralisation de la vie politique. C'est vrai qu'il n'a pas été épargné, François Hollande, pendant son quinquennat. L'affaire Cahuzac, l'affaire Thévenoud et d'autres, qui ont eu quand même une conséquence positive. C'est la mise en place de nouveaux instruments. Je pense au Conseil de la transparence politique, la mise en place du parquet financier. Ça, c'est des choses à mettre à l'actif du président. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il a eu de l'état de l'opinion d'aujourd'hui. Tout à fait. Puis alors, pour le coup, cette affaire était évidemment catastrophique. Le ministre du Budget, il y a des comptes en Suisse, on ne peut pas imaginer pire. Mais la réaction qu'il a eue à ce moment-là a été extrêmement saine. C'est-à-dire de proposer une loi radicale. La création de la Haute Autorité pour la Transparence est un changement majeur. C'est-à-dire que désormais, les déclarations de patrimoine, d'intérêts sont connues, tous les conflits d'intérêts potentiels entre un ministre des activités privées et l'activité de ministre. Monsieur Thévenoud, qui était en procès hier, justement, c'est le résultat de cette haute autorité qui avait demandé un contrôle fiscal et qui s'était rendu compte que M. Thévenoud, ministre, ne payait pas ses impôts. Il y a vraiment un progrès pour la transparence très important, y compris le parquet national financier, dont on a beaucoup parlé pendant la campagne. Mais effectivement, il a lancé des enquêtes sur des élus de droite, mais aussi sur des élus de gauche. Donc pour le coup... Et il n'a pas traîné. Et il n'a pas traîné. Là, on peut mettre vraiment ça à son actif, mais c'est très, très opportuniste, c'est-à-dire que ce n'était pas dans son programme non plus. Mais effectivement, face à un tel choc, il a dit qu'il fallait aller beaucoup plus loin. Et donc, vraiment, c'est à mettre à l'actif du quinquennat. En dépit de tout, un quinquennat moral, finalement, Marc-Olivier Padis, que ce quinquennat Hollande. Oui, à titre personnel, François Hollande n'a pas été mis en cause. Et, à aucun moment. À aucun moment. Et je pense qu'on n'aura pas de mauvaises surprises, en tout cas, je l'espère. Puis je pense qu'il a eu une très grande dignité aussi dans sa réaction personnelle au moment des attentats. Dans l'ensemble, il a vraiment compris le besoin de rassemblement qu'avaient les Français. Il a trouvé un ton assez juste. Et donc, je pense que ça aussi, c'est à son crédit. Est-ce que je peux, sur la moralisation, un point à son actif, c'est le cumul des mandats. Alors, là aussi, il avait une pression énorme de tous les élus pour ne pas faire ce cumul des mandats. Il a tenu, il est fait, et vous allez voir aux prochaines législatives, le renouvellement du personnel politique qu'engendre ce cumul, c'est considérable. C'est-à-dire, côté les Républicains, je crois, une centaine de candidats doivent choisir entre mairie et député, et beaucoup préfèrent la mairie. Donc on va avoir Jean-François Copé, par exemple, qui a choisi sa mille de mots plutôt que son siège au Palais Bourbon. L'appel d'air dans le personnel politique, grâce à cette loi, va être considérable. Est-ce que la classe politique va changer avec cette loi du non-cumul des mandats, Marc-Olivier Padis, ou au contraire, elle va changer dans un mauvais sens, c'est-à-dire dans le sens d'une sorte de professionnalisation de la politique? Je pense en particulier aux futurs parlementaires qui seront exclusivement consacrés à mettre en œuvre cette mécanique parlementaire quand même très particulière. Moi, je crois qu'il va y avoir un effet politique aussi qui va amplifier. C'est-à-dire, effectivement, il y a beaucoup de députés qui ne se représentent pas. J'ai cru lire même un tiers des députés qui n'allaient pas se représenter. Et puis, il y a un effet politique avec le rapport de force qui se transforme tel qu'on le voit dans la présidentielle. C'est-à-dire qu'il va y avoir malheureusement, certainement des élus frontistes qui seront des nouveaux venus. Il y aura plus heureusement des élus En Marche qui seront pour une part des gens complètement novices. Et je pense que ce renouvellement fera beaucoup de bien. Il y a peu de moments dans la vie politique française où il y a des renouvellements de la vie politique, du personnel politique aussi important. Et effectivement, ça c'est un peu trop tôt pour le dire, mais il y aura probablement un changement du travail des parlementaires s'ils sont plus consacrés à leurs tâches. Et puis si aussi, je pense qu'avec l'affaire Fillon, enfin l'affaire de sa femme,
le statut des assistants parlementaires va changer. Et moi, il est en train de bouger là en ce moment. J'appelle de mes voeux une évolution un peu à l'américaine, où on a des assistants parlementaires qui font un vrai travail de fond sur les textes de loi, qui travaillent avec les députés. On voit bien que le travail est à saluer, mais il est partiel. C'est-à-dire que le problème des assistants parlementaires, le problème des députés qui peuvent être aussi consultants. Normalement, on ne peut pas être député et consultant, sauf si on était consultant avant. Évidemment, M. Fillon a créé sa boîte quelques semaines avant d'être député. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs. Donc oui, donc ça veut dire que la législation est encore à parfaire. Alors, autre grande réforme du quinquennat Hollande, c'est la décentralisation, la mise en œuvre de ces nouvelles super-régions, de plus en plus puissantes, avec des compétences de plus en plus affirmées dans le domaine économique en particulier. Est-ce que, j'allais dire, la face cachée, la face obscure de cette réforme, c'est de mettre en place, j'allais dire, des nouvelles féodalités locales, des nouveaux potentats locaux, un peu comme jadis, finalement, avec les provinces françaises, Marc-Olivier Pladis. Quand on parle des régions, on revient toujours à l'histoire longue. C'est la géographie qui nous conduit à la longue durée. Et on voit ces grands élus qui préfèrent leur région, qui préfèrent le département ou leur ville, plutôt que d'aller siéger au Parlement. Mais là, on voit quand même la cote taillée à la François Hollande avec beaucoup de compromis. Moi, je pense qu'il aurait même fallu être plus radical sur l'échelle, parce qu'on n'a supprimé aucune échelle. Bon, on a fait des grandes régions à l'échelle européenne, mais la question du département est quand même ouverte. Alors c'est vrai que c'est tellement d'élus. Là, François Hollande n'était peut-être pas en position politique de s'affronter à l'adversité de tous les élus départementaux. Mais enfin, il y a un vrai problème dans la logique institutionnelle française du statut du département. Mais il a laissé quand même le millefeuille. C'est un échec pour moi, c'est parce que le millefeuille territorial n'a fait que grossir, il n'a rien supprimé. Il faut juste se rappeler qu'en 2014, Manuel Valls, à son arrivée, avait annoncé, tambour battant, je supprime le département. Il l'a dit ici même au Sénat, devant donc voilà, les sénateurs médusés. Exactement, il n'a rien fait. Donc on a créé des métropoles qui s'ajoutent. Et dans tout ça, on a créé ces grandes régions, mais qui sont des régions pauvres. C'est-à-dire que par rapport en termes de budget du Conseil régional, quand on compare aux régions allemandes, on n'a justement pas donné suffisamment de ressources à nos régions pour vraiment exister. Donc franchement, de ce côté-là, c'est assez déprimant de ne pas avoir osé toucher au millefeuille territorial alors qu'on l'avait quand même annoncé. Allez, je voudrais qu'on parle un tout petit peu d'international. Je vous propose tout de suite d'écouter François Hollande, qui s'est distingué dans sa gestion de la crise syrienne, de la crise malienne, également en Irak. Je vous propose de le réécouter tout de suite. C'était lors de sa toute dernière intervention à la tribune des Nations Unies à New York. Écoutez. Cette tragédie syrienne sera devant l'histoire une honte pour la communauté internationale si nous n'y mettons pas fin rapidement. Alep est une ville aujourd'hui martyre, qui restera dans la mémoire des nations comme une ville martyre. Des milliers d'enfants sont écrasés sous les bombes. Des populations entières sont affamées. Les convois humanitaires sont attaqués. Des armes chimiques sont utilisées. Eh bien, je n'ai qu'un seul mot à dire. Ça suffit. Voilà François Hollande qui, au cours de ce quinquennat, incontestablement a acquis une dimension internationale grâce aux actions de la France à l'extérieur, au Mali en particulier, on s'en souvient. Il l'a acquis sans problème. Mais on voit bien la différence dans les dossiers internationaux dans lesquels la France est forte. Elle l'a été en Afrique, clairement, sa main n'a pas tremblé. On s'en souvient quand même, il fallait agir vite et il a agi, et il avait les moyens d'agir. Et puis dans les autres dossiers, que ce soit la Syrie ou que ce soit l'Europe, quand il est arrivé, il voulait renégocier le pacte avec Mme Merkel. Mais qu'a-t-il renégocié? Pas grand-chose. Parce que la France n'était pas en position de force. Et face aux Allemands, et notamment à tous les pays d'Europe du Nord, eh bien, on a obtenu un espèce de mini-plan de relance de l'époque. Donc il y a vraiment... Même si globalement il a plutôt bien réussi sur la scène internationale, il a réussi lorsqu'il avait le pouvoir de faire des choses. Est-ce qu'on peut également le mettre à crédit à cette certaine intuition sur certains nez, j'allais dire, de François Hollande,
instinctif sur l'affaire du Mali, il a réagi tout de suite, visiblement visionnaire sur l'affaire de la Syrie également. Oui, je pense que la France a été très isolée, objectivement, sur l'affaire de la Syrie, puisque les Britanniques et les Américains n'ont pas suivi, et les autres pays européens n'ont pas les capacités militaires pour agir. Donc la France est très isolée. Je pense qu'elle a tenu une ligne qui est tout à fait conforme à sa tradition et qui est malgré l'inaction, je dirais, qui était juste dans la position de fond. Sur le bilan international, il ne faut pas oublier non plus la COP21, l'accord de Paris, qui est quand même un succès diplomatique international important, même s'il est peut-être remis en cause par l'arrivée de Trump aux États-Unis. Et sur la dimension européenne, moi je suis quand même frappé de voir qu'il y a un effet de construction de nos institutions françaises et du statut du chef de l'État par rapport aux autres chefs d'État européens. C'est-à-dire qu'on voit bien dans la campagne présidentielle actuelle le nombre de candidats qui disent mais Bruxelles, j'irai à Bruxelles. Oui, bien sûr. C'est le point de vue. Je leur dirais, c'est comme ça que ça marche. Oui. Et voilà, y compris Jacques Chirac l'a fait, Nicolas Sarkozy l'a fait, François Hollande l'a fait. On a vu avec quel succès à chaque fois. Les autres le reçoivent en lui disant mais monsieur, mais bien sûr, mais vous n'êtes pas tout seul autour de la table. Quels sont les arguments? C'est incroyable. Il y a tous ces candidats qui disent la voix de la France portera, on nous écoutera, ou Mélenchon qui dit évidemment comme on va menacer de partir, les autres vont nous retenir à tout prix, etc. Bon, moi je ne vois qu'Emmanuel Macron qui a une position réaliste en disant il faut qu'on soit crédible par rapport à nos interlocuteurs et notamment par rapport à l'Allemagne, et nous serons crédibles si nous avons de l'ordre dans notre économie. C'est ce que les Allemands font remarquer aussi, et ça me semble quand même de bon sens. Voilà, je voudrais terminer sur l'action, j'allais dire, sociétale de François Hollande. On parlait du début de son mandat tout à l'heure en matière économique, un début raté visiblement. En tout cas, un début, j'allais dire, tonitruant en matière de réforme sociétale. Je pense évidemment à la loi sur le mariage pour tous qui a enflammé la France, qui a fait descendre beaucoup de gens dans la rue. Et pourtant, là encore, François Hollande a tenu. Et aujourd'hui, parmi les candidats à la présidentielle, il n'y en a quasiment plus qui remettent en cause cette loi. Marc-Olivier Padis. François Fillon a dit qu'il prendrait peut-être des gens de sens commun comme ministre, donc c'est quand même assez ambigu comme message, mais c'est vrai que dans l'ensemble, on imagine mal un président revenir sur cette loi. Il y a les aspects sociétaux, mais moi je suis très surpris aussi par le fait qu'au sein du gouvernement, au-delà de François Hollande, très peu défendent l'action sociale du gouvernement, mais Marisol Touraine a fait beaucoup de choses, on l'entend très peu. Il y a eu des plans d'action sur la pauvreté, il y a eu le service civique pour les jeunes, la garantie jeune pour les jeunes, il y a eu quand même beaucoup de choses, et c'est très étrange que ce gouvernement de gauche soit si peu capable de défendre son plan. Mais c'est vrai, mais il n'empêche qu'en revenons à la promesse de base, et avec François Hollande, il y a quand même plus de 500 000 chômeurs supplémentaires. Et donc il a perdu son pari en demandant aux Français de le juger là-dessus. C'est ça sa grande erreur. Il est arrivé dès 2013 en disant la courbe du chômage s'inversera, et si elle ne s'inverse pas, en gros, je partirai. Et il y a quand même autant de chômeurs supplémentaires, c'est un véritable échec. Et on revient à ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire que le François Hollande, qui n'est pas clair sur sa politique économique, eh bien finalement a échoué, alors que c'est d'autres chefs d'État. Il faut se souvenir que l'Allemagne, l'Italie, pendant cette période, ont créé 3, 4, 5 fois plus d'emplois que la France. Donc il y avait possibilité, s'il n'avait pas fait ces zigzags, de pouvoir inverser cette courbe du chômage beaucoup plus tôt, et donc on aurait eu un bilan vanté 1 ou 2 ans plus tôt, et M. Hollande serait peut-être aujourd'hui candidat. Et M. Hollande restera-t-il dans l'histoire de la Ve République, compte tenu de ce bilan, somme toute, mieux qu'on aurait pu le penser au début il y a encore quelques mois, François Hollande dans l'histoire de la Ve, des présidents de la République? Je pense que dans quelques années, on pourra faire un bilan à froid de François Hollande, et que sa stature ressortira progressivement. Il sort laminé de son quinquennat, et il en est sans doute aussi personnellement responsable. Mais je pense qu'il prendra de l'ampleur au fil des années. Mais je confirme, ça prendra de l'ampleur. Ce bilan sur les questions sociétales et internationales, je pense qu'on réalisera que le bilan est plutôt positif. Si on prend un peu de recul, on se rend compte que les grandes réformes n'ont pas été vraiment lancées. Il a amélioré globalement la situation, notamment de l'économie, mais les grandes réformes de fond, il n'a pas osé les lancer. Je reviens à l'économie, mais la réforme fiscale qu'il avait prévue, il voulait tout casser. Finalement, on n'a rien vu, sauf un coup de massue fiscal qui a déçu beaucoup d'électeurs. Donc, certes, des points positifs, mais il faut quand même dire que la grande transformation de l'économie de la société française, il ne l'a pas faite. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir dressé ensemble
eh bien, ce bilan en demi-teinte, selon que le verre soit plein ou à moitié plein ou à moitié vide, de François Hollande. Merci encore de votre présence ce soir. Merci. Je vous rappelle la principale information de cette soirée, c'est cette fusillade ce soir aux alentours de 21h15 sur les Champs-Élysées. Une fusillade qui a fait un mort, un policier. Un autre policier toujours grièvement blessé. Une réunion est toujours en cours à l'Élysée entre Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, et François Hollande, le président de la République, une fois de plus confronté à un dossier terroriste, visiblement, puisque le parquet antiterroriste a été saisi ce soir de l'enquête. Le président de la République devrait s'exprimer au cours de cette soirée sur cette nouvelle attaque terroriste sur les Champs-Élysées tout à l'heure à Paris. Avant d'accueillir notre dernier invité, Olivier Biscay, eh bien, je vous propose de faire un tour d'horizon de l'actualité politique du jour. C'est le tour de l'info. Il est signé ce soir Flora Sauvage. Attentat contre une épicerie cachère en 2012, projet d'attaque contre des militaires et départ en Syrie. Le procès de 20 hommes s'est ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Suspectés d'appartenir à la filière djihadiste de Khan-Torsi, les prévenus, âgés de 23 à 33 ans, encourent de 30 ans de prison jusqu'à la perpétuité. Ce procès a une haute valeur, pas seulement symbolique, mais c'est un très grand procès à mon avis qui va s'annoncer, puisque c'est la première fois qu'on va juger une cellule aussi importante de terrorisme. Emmanuel Macron. Ce n'est pas un soutien, mais cela fait du bien au moral. Emmanuel Macron s'est entretenu cet après-midi avec Barack Obama. L'ancien président des États-Unis a rappelé son attachement à la France. C'est Laurence Haïm, la porte-parole du candidat du mouvement En Marche, qui a fait l'annonce sur son compte Twitter. L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin annonce lui son soutien au candidat dans les colonnes du Parisien demain. Et pour convaincre les indécis, dans la dernière ligne droite, Emmanuel Macron utilise le téléphone. Pas moins de 6 millions de numéros issus de l'annuaire vont recevoir un message préenregistré du candidat entre le 18 et le 21 avril. À droite. À 3 jours du premier tour, François Fillon réunit la famille des Républicains autour de lui. Après Alain Juppé hier, c'est au tour de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. François Fillon s'est affiché aux côtés de son ancien adversaire à la primaire de la droite et du centre. Si la poignée de main avait été plutôt glaciale avec le maire de Bordeaux, ce jeudi, la photo de la rencontre entre l'ancien président de la République et son Premier ministre a été diffusée par l'équipe de campagne du candidat à la présidentielle. Mais François Fillon a reçu un autre soutien de marque aujourd'hui, en la personne d'Alain Delon. Dans une lettre ouverte publiée dans le Figaro, l'acteur dit admirer le courage du candidat LR. Déclaration. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui a fait le choix de mourir parce qu'il a été totalement suivi un lavage de cerveau terrifiant et qu'il a le sentiment qu'il va aller récupérer 15 vierges au paradis, de se faire sauter partout où il voudra. Et vous ne mettrez jamais un policier ni un gendarme là où il se trouvera. Donc, qu'est-ce qu'on fait à travers ça? On atteint un peu plus à la liberté de chacun d'entre vous. Il est 23h12, vous êtes toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, eh bien, c'est l'heure d'accueillir Olivier Biscay. C'est notre grand entretien de ce soir. Alors, Olivier Biscay, c'est un observateur avisé de la vie politique française, auteur de nombreux ouvrages, directeur général adjoint du journal La Manche Libre. Olivier Biscay, eh bien, s'est plongé avec notre confrère Bernard Pascuitos sur les relations très particulières que peuvent entretenir certains de nos politiques avec leur maman. Leur livre « Les politiques aussi ont une mère » est publié ces jours-ci chez Albin Michel. Bonsoir Olivier Biscay. Bonsoir. Je le disais, vous êtes un spectateur très attentif de l'actualité politique française. On a entendu les événements dramatiques ce soir sur les Champs-Élysées. Un policier abattu, un autre grièvement blessé. Le terroriste, en tout cas l'attaquant, neutralisé selon la préfecture de police ce soir. François Hollande qui devrait faire une déclaration au cours de la soirée. Quelle est votre réaction à cette nouvelle attaque
terroriste qui suit celle avortée de Marseille. Est-ce que ça peut avoir des conséquences pour ces 3 petits derniers jours de campagne électorale? D'abord, j'ai une pensée émue pour les policiers, je crois comme beaucoup de Français qui ce soir sont encore touchés de plein fouet. Et puis évidemment, à 3 jours du premier tour de cette présidentielle, on peut imaginer que les hommes politiques, les candidats à la présidentielle vont évidemment réagir et puis essayer d'apporter des solutions parce que les Français sont forcément inquiets de ce qui se produit en ce moment. On voit bien que le danger est encore permanent et donc à 3 jours, les candidats vont forcément l'utiliser, cet argument-là. Et c'est déjà le cas ce soir, en tout cas via Twitter. Benoît Hamon a réagi. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, hommage aux forces de l'ordre. C'est un petit peu l'essence de ces réactions des candidats à la présidentielle ce soir. Cette présidentielle, elle se termine, en tout cas la campagne présidentielle se termine. Encore 3 jours. Marine Le Pen vient d'annoncer par exemple qu'elle annulait à cause de cette attaque de ce soir, ses déplacements et ses meetings dans la journée de demain et en particulier. Est-ce que l'ensemble de ces éléments vont faire que ça va changer, ce vote pourrait peut-être basculer, j'en sais rien, mais ça aura des incidences en tout cas. Oui, forcément, ça aura des incidences. On sait bien que la sécurité, la lutte contre le terrorisme a été au cœur aussi de cette campagne électorale, alors notamment sur les derniers jours. Même si la campagne a utilisé quantité de sujets et de dossiers, mais là, on est vraiment à quelques heures du choix. Et on sait bien que l'abstention peut être record, que beaucoup s'interrogent encore sur quels candidats ils auront à choisir pour ce second tour. Donc forcément, ils vont se poser la question avant de mettre le bulletin dans l'urne. Qui peut nous protéger? Voilà. Alors on l'a suivi cette campagne, vous l'avez suivie évidemment au millimètre. Qu'est-ce que vous retenez de ces mois et des mois de campagne? On parlait d'une campagne extrêmement longue tout à l'heure sur ce plateau. Je dirais longue et je dirais que je fais le même constat que beaucoup de Français, certainement. C'est une campagne étrange, baroque, folle, et puis un peu décevante finalement, parce que j'ai le sentiment qu'on n'est pas allé en profondeur sur la plupart des sujets qui concernent les Français. Alors bien sûr, ils ont été évoqués, ces sujets-là, à la télévision, dans la presse écrite, à la radio. On sait qu'on a évoqué les thématiques de chacun des candidats et des décisions, des propositions, mais cette campagne était quand même très polluée, on le sait bien, par les affaires, la vie personnelle, la vie privée, on en parle aussi dans ce livre. Et peut-être qu'on est passé à côté des vraies préoccupations des Français. On n'a par exemple pas parlé du tout de la politique de l'emploi. Et on sait que c'est un sujet de préoccupation avec la sécurité chez les Français. Et ça, je trouve que c'est un peu décevant en tant que journaliste et puis en tant que citoyen. Alors, venons-en, Olivier Biscay, à votre livre, Les politiques aussi ont une mère, un livre écrit à 4 mains avec notre confrère Bernard Pasquito. Pourquoi avoir enquêté sur ce sujet? On parlait de vie privée, là c'est de l'intimité. Oui, en fait, on voulait répondre à une idée reçue qui voudrait que les hommes et femmes politiques se sont construits par rapport à l'exemple du père. Souvent, quand on parle de la construction politique, de l'histoire politique, c'est un peu tel père, tel fils. Et on s'est dit, mais où sont les femmes? Où sont les mères? Et on pense que les mères devaient et pouvaient être des femmes d'influence derrière nombre d'hommes politiques. C'est le cas dans ce livre, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon ou de Nicolas Sarkozy, qui se sont construits non pas avec leur père, puisqu'ils ont été absents, ces pères-là, mais avec leur mère. On va revenir sur quelques personnalités tout à l'heure. De quelle manière les hommes politiques parlent de leur mère, finalement? Avec de l'amour dans la voix? Alors, avec d'abord beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup d'émotion. Et pour avoir rencontré nombre d'hommes politiques avant même ce livre, lors d'interviews ou de rencontres, lorsque j'étais directeur de rédaction dans plusieurs journaux, ces hommes politiques, là, souvent, font du marketing, de la communication. Pas là. Parce que là, on parle de leur mère. On ne parle pas de leurs collaborateurs, de leur épouse, de leur fille. On parle des mamans. Et quand vous avez un Jean-Luc Mélenchon en face de vous, vous n'êtes pas le leader de la France insoumise. Vous avez le petit garçon de 10 ans qui vous parle de sa mère, du divorce de ses parents. Olivier Biscay, je vous arrête. On va écouter François Hollande. Très bien. Juste après ce soir, cette réunion avec le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Précisément. Sur les Champs-Élysées, une attaque est intervenue visant des policiers et le car qui les abritait. Un policier a été tué. 2 autres ont été blessés. Une passante a également été touchée. L'assaillant a été lui-même neutralisé par d'autres policiers. Tout le quartier a été bouclé. Les personnes qui étaient présentes ont pu être évacuées. Et
nous sommes convaincus que les pistes qui peuvent conduire à l'enquête et qui devront révéler toute la vérité sont d'ordre terroriste. Le parquet antiterroriste a d'ailleurs été saisi et l'enquête sera menée sous sa conduite pour connaître les motivations et les éventuelles complicités. J'ai convoqué un conseil de défense demain matin à 8 heures. Tout est fait pour que la mobilisation de nos forces de sécurité, policiers, gendarmes, militaires, soit au plus haut niveau dans les circonstances que nous connaissons. C'est d'ailleurs le cas depuis plusieurs mois. Et nous serons d'une vigilance absolue, notamment par rapport au processus électoral. Mais chacun comprendra à cette heure que mes pensées vont vers la famille du policier qui a été tué, également vers les proches des policiers blessés. Un hommage national sera rendu à ce fonctionnaire de police qui a été ainsi lâchement assassiné. Nous devons tous prendre conscience que nos forces de sécurité font un travail particulièrement difficile, qu'elles sont exposées, on le voit encore ce soir, et que le soutien de la nation est total à leur égard. Et que je réitère ici tous les engagements que j'ai pris à l'égard des policiers, gendarmes et militaires. Il en va de la protection de la nation, de la sécurité de nos concitoyens. Tout doit être fait pour que ces policiers, gendarmes et militaires puissent exercer leur mission. Bien sûr, dans l'état de droit et avec le respect des procédures, mais avec la confiance de toute la nation. C'est le message que je veux adresser ce soir. Il va au-delà même des policiers, gendarmes et militaires. Il s'adresse à tous nos concitoyens. Ils sont protégés, ils doivent l'être, ils le seront. Et toutes les mesures qui ont pu être prises vont dans cette direction. Mais le principe de base, celui qui doit être à chaque fois rappelé, c'est la confiance, la solidarité et le soutien de la nation à l'égard des forces de sécurité. Telle est ma pensée ce soir, et qui est une pensée de grande tristesse à l'égard de ce fonctionnaire qui a fait son travail jusqu'au bout, de sa famille, des policiers blessés, mais également de notre grande détermination à tout faire pour lutter contre le terrorisme, ici comme partout où nos forces sont engagées. Merci. Voilà, vous venez d'entendre en direct l'allocution du président de la République à l'issue de sa rencontre avec des membres du gouvernement, dont le Premier ministre Bernard Cazeneuve, après cette attaque ce soir sur les Champs-Élysées. Il était 21h15 environ. On a obtenu des précisions de la part, dans la bouche du chef de l'État. Il y aurait donc un policier tué et 2 autres policiers blessés quant à eux, plus une passante qui a également été touchée. La piste terroriste, a dit le président de la République, ne fait pas l'ombre d'un doute. La meilleure preuve, c'est que le parquet antiterroriste a été saisi ce soir. Le président de la République a également adressé toute sa considération, bien sûr, à l'ensemble des forces de l'ordre aujourd'hui sur le terrain, comme ils étaient il y a quelques heures encore sur les Champs-Élysées, en cette période particulièrement délicate. Olivier Biscay, vous êtes journaliste politique, j'en profite évidemment de votre présence ici. Vigilance absolue, a encore dit le chef de l'État, et on vient d'apprendre que Marine Le Pen et François Fillon ont décidé d'annuler leur déplacement prévu pour la toute dernière journée de campagne, c'est-à-dire la journée de vendredi. Demain. Oui, il y a une campagne suspendue, un peu en parenthèse. Les faits sont graves, on voit un président touché, marqué. C'est une fin de mandat difficile, compliquée. Dans quelques jours, il ne sera plus président de la République. Et il sait bien qu'il ne peut pas répondre à cette menace avec efficacité. On le voit bien encore ce soir sur les Champs-Élysées. Donc, il essaie d'apporter une réponse aux Français, d'essayer de rassurer. Il est le chef de la nation, le chef des armées, mais c'est compliqué alors même que son mandat se termine. Et je crois que la décision qui est prise par nombre de candidats devrait certainement se diffuser chez d'autres candidats, de peut-être suspendre cette campagne parce que le temps est au recueillement. En tout cas, un climat de campagne, de fin de campagne extrêmement lourd ce soir. Oui, lourd ce soir. Et forcément, moi je crois que ça va jouer à 3 jours du premier tour parce que les Français vont se poser une seule question, mais
Qui peut nous protéger de cela? Même s'il est difficile totalement de répondre à cette question, qu'on soit de droite ou de gauche ou autre, comment répondre à cette question? Mais malgré tout, ça va jouer. On sait qu'il y a des indécis, beaucoup s'interrogent sur la capacité des candidats à pouvoir incarner la nation, incarner la sécurité. Et donc forcément, ces événements-là vont faire réfléchir un certain nombre d'électeurs qui s'interrogent ce soir. Et à 3 jours d'un scrutin aussi important qu'une présidentielle, on imagine que c'est extrêmement important. Je vous propose de revenir sur les faits, c'est-à-dire sur ce qui s'est passé ce soir sur les Champs-Élysées à Paris. Il était aux alentours de 21h30. Regardez ce sujet. Il est signé Flora Sauvage ce soir. Un policier tué et 2 autres blessés ce soir sur l'avenue des Champs-Élysées. L'auteur des tirs a été abattu. Vers 21h, une voiture se serait arrêtée au niveau du 104 de l'avenue des Champs-Élysées et aurait pris pour cible un car de police. Muni d'une arme automatique, l'assaillant a été abattu en riposte. Ce soir, la célèbre avenue est bouclée et une opération de police est en cours. Les forces de l'ordre seraient à la recherche d'un éventuel complice. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a rejoint son ministre de l'Intérieur Matthias Fekl à l'Élysée auprès de François Hollande. L'un des policiers blessés est actuellement en urgence absolue. Voilà, et un autre policier a été blessé, c'est ce qu'indiquait tout à l'heure le président de la République, il y a quelques instants en direct sur notre antenne, Olivier Biscay, le jour du scrutin lui-même, c'est-à-dire dimanche, 50 000 bureaux de vote en France vont être protégés, autant que faire se peut par les forces de l'ordre. À Nice, par exemple, oui. Christian Estrosi a indiqué que eh bien, chacun des bureaux de vote, il y aura un vigile sur place. Est-ce que ce genre de décision peut s'étendre à travers la France après une attaque comme celle de ce soir? On peut imaginer que de nombreux maires, évidemment, ont déjà pris ces mesures, ces décisions, parce que tous les maires, tous les élus sont attachés à la sécurité de leur territoire, de leur commune. Avec ce qui se passe ce soir, évidemment que la sécurité va être renforcée. Elle n'empêche pas tout, on le voit bien et les élus le savent bien. En revanche, ça rassure les citoyens et les maires sont très attentifs. Les attentats ont été nombreux ces dernières années. Et pour revenir au maire de Nice, il sait très bien de quoi il parle pour avoir été frappé au cœur au mois de juillet. Donc forcément, tous les dispositifs sont mis en place, que ce soit des petites ou des grandes communes, évidemment. En tout cas, c'est un climat qui va plomber très certainement ces dernières heures de campagne. Totalement. Hein. Alors, je vous pose d'écouter tout de suite les toutes premières réactions que nous avons pu recueillir. Celle d'Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche à la présidentielle, et celle de François Fillon, le candidat des Républicains. Je vous propose de les écouter tout de suite. Nous aspirons tous et toutes à devenir président de la République. Et le premier devoir, la première mission du président, c'est de protéger. Et ce soir, pendant que nous nous parlons, on sait qu'au moins un policier a été tué. On ne sait pas qualifier ce qui s'est passé. On sait qu'un autre a été blessé. Et cet impondérable, cette menace, elle fera partie du quotidien des prochaines années. Compte tenu de ce qui se passe ce soir, je veux tout de suite d'abord dire que la nation est solidaire avec les policiers. Il y a un policier qui a été tué, il y en a 2 qui sont blessés, dont un très grièvement, dont on ne sait même pas si sa vie, ses jours sont gravement en danger. On est en face d'un acte dont on ne peut pas encore totalement qualifier la nature, mais enfin qui ressemble terriblement à un acte terroriste par les événements qui se sont produits. On nous laisse entendre qu'il y a d'autres violences ailleurs dans Paris. Donc je voudrais dire que moi, dans ces conditions, j'annule les déplacements qui étaient prévus demain dans ma campagne. J'aurai l'occasion de m'exprimer dans la journée. Et je voudrais tout de suite dire que vraiment, la lutte contre le terrorisme, ça doit être la priorité absolue du prochain président de la République. Voilà les réactions de 2 des candidats à la présidentielle, Emmanuel Macron et François Fillon. Vous le savez, ils étaient ce soir sur le France Télévisions, le service public, pour répondre aux questions des journalistes dans le cadre de cette campagne qui s'achève, eh bien, d'une certaine manière, tragiquement, avec la mort de ce policier sur les Champs-Élysées. Un conseil de défense aura lieu demain matin à 8h à l'Élysée et on vient d'apprendre qu'un hommage national vient d'être décidé par les pouvoirs publics pour rendre hommage à ce policier abattu ce soir sur les Champs-Élysées.
incroyable fin de campagne, Olivier Biscay. Personne ne s'attendait à un événement de cet ordre. Même si à Marseille, quand même, il y a quelques jours à peine, eh bien, il y a eu cet attentat heureusement avorté, dont les 2 auteurs sont actuellement en garde à vue ici à Paris. Il n'empêche, le climat de ces 3 jours de fin de campagne va complètement peut-être changer la nature encore de ce vote. Oui, on sait bien que les pouvoirs publics imaginaient que ça puisse se produire. Ils pensaient bien que ça pouvait faire partie des différents scénarios. Mais on vient d'assister à 2 déclarations. On a 2 images fortes ce soir, François Fillon et Emmanuel Macron. On est à 3 jours du premier tour. Et la question de beaucoup de citoyens, c'est qui est capable de faire président, qui est capable d'être président. Et François Fillon, qui a été Premier ministre, donc il connaît l'État, il connaît les rouages de l'État. Emmanuel Macron a été ministre, mais il n'a pas été Premier ministre ou chef de l'État. Et se joue ce soir peut-être pour Emmanuel Macron son avenir présidentiel. C'est-à-dire que les Français qui vont le regarder vont se dire, est-ce qu'il est capable, lui, qui n'a pas été dans les rouages de l'État à ce niveau-là, est capable d'être président de la République sur des situations pareilles? Parce que là, ce soir, on est en situation de crise, la France a été touchée, Paris a été touché, et donc ces candidats-là doivent apporter des réponses très concrètes aux Français qui les regardent et qui vont aller voter dimanche. Ça va jouer certainement. En tout cas, les Français dimanche vont s'exprimer. Oui. On en saura plus, évidemment, bien sûr, dimanche prochain à partir de 20h. 20h, vous serez bien sûr sur notre antenne des chaînes parlementaires pour notre édition spéciale consacrée à ce premier tour des présidentielles. Une émission qui nous amènera jusqu'aux alentours de minuit. Demain matin, c'est Territoire d'Info. Nathalie Arthaud, candidate à la présidentielle, sera notre invitée. Merci encore Olivier Biscay d'avoir été avec nous. Je rappelle quand même votre livre, Les politiques aussi ont une mère, finalement un livre plein de bienveillance dans cette époque un peu tragique que nous vivons en ce moment. Merci de votre fidélité, passez une bonne fin de soirée, au revoir.